Un lundi matin, ordinaire, le réveil sonne. Vous l'éteignez. Vous attrapez votre téléphone et quelque chose ne va pas. Une coupure de courant massive dans plusieurs arrondissements. Une alerte de la préfecture. Restez chez vous. Évitez les déplacements non essentiels. Vous allez dans la cuisine, vous ouvrez le frigo, et pour la première fois depuis longtemps, vous vous demandez combien de jours vous pourriez tenir. Vous, votre famille, dans cet appartement, dans cette ville. Ce n'est pas une question abstraite. En août 2003, 15 000 personnes sont mortes en France. En quelques semaines, pas d'un virus, pas d'une guerre, de la chaleur. Et les données sont nettes. Certains territoires ont tenu, d'autres pas. Aujourd'hui, je vous montre 10 villes françaises qui résistent le mieux en cas de crise. Et pourquoi? Et si ce type de contenu vous parle, laissez un like, un boost, un commentaire et abonnez-vous. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Avant de vous donner ce classement, il faut que vous compreniez une chose. Ce n'est pas un classement classique. On ne parle pas de confort, on ne parle pas d'immobilier, et encore moins de qualité de vie. Ici, on parle de quelque chose de beaucoup plus simple. La capacité d'une ville à tenir debout quand tout se complique. Et pour éviter toute subjectivité, on s'est basé sur 5 critères concrets. Les risques naturels, inondations, canicules, sécheresse, selon les données de Géorisque et du SDES, la capacité alimentaire, ce que le territoire peut produire localement via les données agrestes. L'accès à l'eau, nappes, pluviométrie, ressources Météo France, l'autonomie énergétique, production locale, notamment renouvelable, et enfin, un indicateur souvent ignoré, les flux de population. Parce que les gens ne fuirent pas un endroit sans raison, et ces raisons disent tout. Maintenant que les règles sont claires, on peut commencer. Numéro 10, Aurillac, dans le Cantal. Commençons par une ville que la plupart d'entre vous n'avaient pas visitée, et c'est précisément pour ça qu'elle est sur cette liste. Le Cantal est le département le moins densément peuplé de France métropolitaine. Ce que ça signifie concrètement, en cas de crise, sanitaire, alimentaire, sociale, les tensions qui émergent naturellement de la surpopulation n'existent pas ici. Le département est structurellement agricole, élevage bovin, laitier, diversifié. La dépendance aux chaînes logistiques mondiales y est infiniment moindre qu'en Île-de-France. Et lors de la canicule de 2003, l'INSEE le documente dans son étude comparative entre la canicule de 2003 et l'épidémie de Covid-19, dans les départements auvergnats, la surmortalité a été nettement plus faible que dans les régions les plus touchées, l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire, explicitement cités comme les plus durement frappés. L'altitude, le faible niveau d'urbanisation, la densité basse, tout a joué comme amortisseur. Aurillac n'est pas glamour, mais elle résiste. Numéro 9, Périgueux, en Dordogne. La Dordogne, ce n'est pas seulement des châteaux et du foie gras pour touristes, non. C'est aussi, et surtout, une région à forte production agricole, diversifiée. Maraîchage, élevage, viticulture, noix. Les marchés de producteurs y fonctionnent toute l'année, bien ancrés dans un tissu de petites exploitations qui, franchement, n'ont jamais disparu. La rivière Isle et la Dordogne, elles, garantissent un accès à l'eau douce historiquement stable. Et puis, la densité de population de la ville, environ 30 000 habitants, permet de maintenir des services essentiels comme l'hôpital, les commerces ou encore les services publics, sans les vulnérabilités propres aux grandes concentrations urbaines. Lors des crises d'approvisionnement de 2020 à 2022, les territoires comme la Dordogne, où les circuits courts alimentaires sont installés depuis des décennies, ont mieux amorti le choc que les agglomérations dépendantes des grandes plateformes logistiques. Numéro 8. Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bayonne cumule quelque chose d'assez rare. Une vraie ville avec des infrastructures complètes, une identité culturelle forte et une géographie particulièrement favorable sur un critère qui va devenir, disons-le, décisif dans les prochaines décennies, l'eau. La région Pays Basque est l'une des plus pluvieuses de France. Ce n'est pas qu'une impression. Les données de Météo France placent Bayonne parmi les villes françaises les mieux dotées en ressources hydriques. Dans un contexte où la Caisse centrale de réassurance prévoit une hausse de 40% des sinistres liés aux catastrophes naturelles d'ici 2050, dont la sécheresse est l'un des principaux moteurs, cette abondance naturelle devient un atout stratégique. S'y ajoute la proximité de la frontière espagnole, à moins de 30 km. En cas de rupture d'approvisionnement côté français, un autre circuit commercial devient immédiatement accessible. Et le tissu associatif basque, historiquement dense, est documenté comme l'un des plus actifs de France. En temps de crise, les gens qui se connaissent font la différence. Ici, ils se connaissent. Numéro 7. Brest, dans le Finistère. Il pleut à Brest.
beaucoup. Et c'est une chance. Restez avec moi, parce que la prochaine ville de cette liste va probablement diviser les commentaires, j'en suis sûr. Mais d'abord, Brest. C'est la ville la moins exposée au risque de sécheresse parmi toutes les agglomérations françaises de sa taille. Ce risque, il représente pourtant 42% de toutes les indemnisations catastrophes naturelles en France, selon la CCR, et il va s'aggraver. Dans le Finistère, ce risque est structurellement quasi nul. La Bretagne, c'est la première région de production animale de France. Elle produit 56% du porc national, 37% des œufs, 23% du lait. 60% du territoire régional est consacré à l'agriculture. C'est la région dont la capacité alimentaire locale est la plus massive du pays, précise Agrest, le service statistique du ministère de l'Agriculture. Ce titre de première région agricole concerne la production animale, en chiffre d'affaires global, la Nouvelle-Aquitaine devance, mais sur la capacité à nourrir localement une population en cas de rupture logistique, la Bretagne n'a pas d'équivalent, et Brest dispose d'un atout invisible au grand public, la base navale, l'une des plus importantes d'Europe. En cas de crise logistique nationale, c'est une capacité opérationnelle sans équivalent dans des villes de taille comparable. Numéro 6. Quimper, dans le Finistère. Voilà la ville que certains d'entre vous n'attendirent peut-être pas. Quimper, c'est 65 000 habitants, une cathédrale gothique, des crêperies, et, sur le papier de la résilience, une ville qui coche presque toutes les cases. Elle bénéficie de tous les avantages de la Bretagne agricole. Production locale massive, circuits courts ancrés, façade atlantique protectrice des canicules, avec une taille humaine qui maintient un tissu de voisinage réel. Ce qui distingue Quimper sur le plan social, le Finistère, est l'un des départements français où le taux d'engagement associatif par habitant est parmi les plus élevés. Ce n'est pas un détail. C'est ce qui se transforme, en temps de crise, en réseau d'entraide concret. Des gens qui ont l'habitude de s'organiser ensemble font face différemment à l'imprévu. Sur le plan des risques naturels, le Finistère n'est pas exposé aux sécheresses, aux canicules intenses, ni aux grands risques sismiques. Les inondations côtières existent, mais elles sont connues, cartographiées, et de plus en plus anticipées. Numéro 5. Angers, dans le Maine-et-Loire. Angers illustre un cas rare, une ville de taille réelle, 160 000 habitants, qui cumule des avantages de résilience habituellement réservés aux petites communes. La Loire, deuxième fleuve de France, garantit un accès à l'eau. La région Pays de la Loire est l'une des plus productrices de France sur le plan agricole. Et Angers se situe à distance raisonnable de Paris sans en subir les vulnérabilités. Ni la densité, ni la dépendance aux flux logistiques globaux, ni les effets d'îlots de chaleur urbains qui ont amplifié la mortalité parisienne en 2003. Ce qui distingue vraiment Angers dans les données INSEE, c'est une métropole dont la croissance démographique est portée par un double moteur naturel et migratoire équilibré. Ce type de croissance indique un territoire qui attire parce qu'il y a de la vie et de l'emploi, pas uniquement parce que c'est à la mode. Numéro 4. Grenoble, dans l'Isère. Grenoble, c'est là où les données sur l'énergie deviennent spectaculaires. L'Isère est le premier département hydraulique de France. C'est documenté par la préfecture de l'Isère dans son panorama ENR 2022, 134 centrales hydroélectriques sur son territoire, dont une quarantaine exploitées par EDF seule. Cette histoire remonte à 1870 et à la houille blanche découverte par Aristide Bergès. EDF a d'ailleurs installé à Grenoble son pôle d'excellence, EDF Hydro, qui emploie près de 1200 personnes. En clair, en cas de défaillance du réseau électrique national, Grenoble dispose d'une capacité de production locale sans équivalent parmi les villes de sa taille. Sur l'eau, entourée par les Alpes, Grenoble bénéficie de ressources en eau de montagne parmi les moins menacées de France dans les projections à 2050. Une nuance cependant, sur la canicule de 2003, Grenoble est construite dans une cuvette qui peut concentrer la chaleur. L'argument climatique n'est pas le plus fort pour elle. Ce qui la distingue vraiment, c'est l'énergie, l'eau et la concentration de compétences scientifiques et techniques parmi les plus hautes de France par habitant. En cas de crise technologique ou industrielle, c'est une capacité d'adaptation locale réelle. Numéro 3. Chambéry, en Savoie. Voici une ville que, franchement, les données placent bien plus haut que sa notoriété médiatique. La Savoie, c'est une région où la production d'énergie est, comment dire, dominée massivement par l'hydroélectricité. Et les données ORK le confirment, avec une filière renouvelable dont l'hydro constitue la quasi-totalité. En clair, cela signifie une production d'énergie locale, renouvelable et très peu dépendante des marchés mondiaux de l'énergie fossile. Sur l'eau, la Savoie bénéficie d'un réseau de sources et de cours d'eau alimentés par les massifs alpins. La ressource est abondante, peu polluée,
et structurellement à l'écart des tensions hydriques qui touchent déjà le sud-est de la France. Et puis, il y a la Suisse. À 1 heure de route à peine. Un pays dont la politique de résilience nationale est, sans exagérer, parmi les plus avancées d'Europe, stocks alimentaires stratégiques obligatoires, culture institutionnelle, du risque et de la préparation. La proximité géographique et économique avec ce modèle n'est pas sans effet sur le territoire savoyard. Chambéry, c'est une ville à taille humaine, 65 000 habitants, suffisamment compacte pour maintenir un tissu social cohésif et suffisamment équipée pour fonctionner de manière autonome. Numéro 2. Rennes, en Ille-et-Vilaine. Rennes sur le podium. Et, honnêtement, les données le justifient clairement. L'INSEE le confirme dans son focus numéro 374 de décembre 2025. Rennes figure parmi les 5 communes de plus de 100 000 habitants connaissant une croissance annuelle supérieure à 1% en France. Et cette croissance est portée à la fois par le solde naturel et le solde migratoire. Ce n'est pas un effet conjoncturel. Sur l'alimentation, Rennes est au cœur de la Bretagne, première région de production animale de France. En cas de rupture des chaînes logistiques nationales, le territoire peut s'appuyer sur une capacité alimentaire locale que franchement, peu de régions françaises peuvent revendiquer. Sur la chaleur, dans son rapport final remis au ministre de la Santé en 2004, l'INSERM documente que la surmortalité de 2003 a été nettement plus marquée en Île-de-France et dans la région centre que sur la façade atlantique. La Bretagne figure parmi les régions les moins touchées. L'INSERM note même un déficit de mortalité en Bretagne sur la période post-canicule. Le vent, l'humidité, la façade atlantique, ce sont de vrais boucliers naturels. Les gens qui ont la liberté de choisir choisissent Rennes. Et dans un classement de résilience, le choix des gens qui ont vraiment le choix est un signal fort. Numéro 1. Lannion, Côte d'Armor. Dernière ville, et probablement la plus surprenante. Lannion coche les 5 critères de résilience, mieux qu'aucune autre ville de ce classement. 20 000 habitants. Côte d'Armor. Nord de la Bretagne. Vous pouvez sourire, vous pouvez être sceptique. Mais voici les faits. L'alimentation. Lannion est au cœur de la Bretagne agricole. Les productions locales, légumes, viande, lait, fruits de mer, algues sont massives et diversifiées. Les circuits courts y sont une réalité structurelle, pas un projet marketing. La distance entre le producteur et l'assiette est parfois de quelques kilomètres. L'eau. La pluviométrie bretonne est parmi les plus élevées de France. Aucun risque de stress hydrique. Le Léguer, qui traverse la ville, garantit un accès local à l'eau douce. Dans les projections climatiques à 2050, les Côtes d'Armor restent parmi les zones françaises les plus épargnées par la sécheresse. La chaleur. La façade nord-bretonne est naturellement protégée des canicules intenses. Les vents atlantiques régulent les températures. En 2003, comme le documente l'INSERM, la Bretagne a été la région la moins touchée de France métropolitaine. La densité. 20 000 habitants. Ce n'est pas l'isolement. La ville dispose de tous les services essentiels, d'un hôpital, d'un tissu commercial. Mais la densité est suffisamment basse pour que les tensions sociales en cas de crise restent gérables. La cohésion sociale. Le Trégor, la région autour de Lannion, est connue pour la solidité de ses réseaux locaux et associatifs. C'est une zone où les gens se connaissent encore. Et en temps de crise, les gens qui se connaissent font la différence entre le chaos et l'organisation. Le seul vrai débat, Lannion est relativement enclavé en termes d'infrastructures routières et ferroviaires. Certains verront ça comme un inconvénient et ils n'ont pas tort. D'autres y verront un avantage, moins de dépendance aux grands flux logistiques, moins d'exposition à l'effet domino des crises urbaines. C'est un débat légitime. C'est délibérément une ville qui crée le débat. Mettez votre ville en commentaire. Dites-moi où vous en êtes. C'est exactement le genre de conversation que cette vidéo est faite pour déclencher. Voilà, ce sont les 10 territoires. Voilà les données. Je ne vous dis pas de partir demain. Je ne vous dis pas que Paris va s'effondrer la semaine prochaine. Ce que je vous dis, c'est quelque chose de plus simple et peut-être plus puissant. La géographie n'est pas neutre. Là où vous vivez structure profondément ce qui vous arrive quand les choses vont mal. L'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, les gens autour de vous, la capacité de votre territoire à tenir quand les chaînes logistiques se fragilisent, quand la chaleur monte, quand quelque chose d'imprévu arrive un lundi matin. En 2003, près de 15 000 personnes sont mortes en France en quelques semaines. Pas à cause d'un virus inconnu, pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe imprévisible. À cause de la chaleur. Et les données montrent que certaines villes ont tenu, d'autres pas. La question n'est pas si les crises vont arriver.
Elle est... Où serez-vous? Ce que je vous demande maintenant, dites-moi dans les commentaires la ville où vous habitez et si vous avez déjà pensé à bouger pour des raisons de résilience. Je lis vraiment les commentaires et je réponds quasiment à tous. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, laissez un boost, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui réfléchit à quitter la ville. Ce sera utile. Ici, on espère le meilleur, tout en se préparant au pire. Et quasiment chaque semaine, on partage des analyses concrètes pour mieux comprendre les risques et anticiper l'imprévu. Vous trouverez aussi des guides pratiques sur notre boutique pour aller encore plus loin. À bientôt sur Éco Décryptage.